Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours où nous allons analyser le lien entre mouvement et déformation au sein d'un fluide. Et nous verrons par la suite que ce lien est également lié aux contraintes. Alors, d'où est-ce qu'on part? Donc on a établi les équations fondamentales, équations de continuité et de mouvement, et on voit effectivement qu'il nous reste toutes ces contraintes à devoir définir. On va essayer de le faire, mais pour cela, il faut d'abord qu'on voit quel est le lien possible entre mouvement et déformation au sein d'un fluide. Alors, les mouvements qu'on peut considérer sont de trois types. Mouvement de translation, une déformation et une rotation. Et on va analyser ces trois mouvements séparément. Commençons par le mouvement le plus simple, la translation. Donc, si on considère le centre de cet élément qui se déplace de G vers G', on peut exprimer son déplacement sur un pas de temps delta t comme ceci, donc en intégrant la vitesse fois le temps. On peut développer cette vitesse de cette manière-ci, on va développer la vitesse en série autour de l'origine, donc le point G initial, de cette manière-ci. Alors, en négligeant les termes d'ordre supérieur par rapport aux termes de premier ordre ici, vitesse du point d'origine, du point G, on peut finalement approximer le déplacement delta x de manière finalement semblable à ce qu'on aurait fait de façon intuitive, c'est-à-dire la vitesse du point d'origine fois le pas de temps delta t. On peut faire la même chose pour le déplacement vertical, delta y, et on obtient v fois delta t. Donc là, rien de bien compliqué. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les déformations et les rotations. Donc on va exprimer ça, par exemple, en se concentrant sur le segment CD, qui devient C'D', et donc qui a subi un déplacement d alpha. On va exprimer ce déplacement d alpha de la manière suivante. Donc pour ce petit segment, ce sera l'arc tangente du déplacement vertical, qui sera la différence entre la position du point D' et du point C' sur la verticale, divisé par la longueur initiale dx de ce segment. Donc on retrouve bien ici le déplacement du point D, qui est situé en dx demi moins dy demi, et ici le déplacement du point C, qui lui est situé par rapport à ce repère-ci en moins dx demi moins dy demi. On peut à nouveau faire un développement en série autour du déplacement du point G qui est à l'origine, donc en 0, 0, et on obtient cette expression-ci. Alors on a de nouveau, on n'a pas indiqué les termes d'ordre supérieur du développement, mais ici on va garder quand même les termes d'ordre 1, et si on développe, on voit que certains termes s'annulent. En effet, le terme ici, V initial, disparaît. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de garder quelques termes d'ordre supérieur, mais pas d'ordre encore supérieur comme deuxième, troisième ordre. Ces deux-ci se simplifient aussi, et finalement, il ne nous reste que cette expression-ci, il ne nous reste que dv dx au point initial. Et donc, le déplacement delta alpha est lié à la variation en dx de la vitesse verticale. Donc, c'est exactement ça. On a en fait une vitesse verticale, dv, qui a entraîné en fait le mouvement vertical entre d' et c', mais c'est une évolution de mouvement suivant la direction dx, parce qu'en fait, le point C' n'a pas subi le même déplacement vertical que par rapport au point C, que le point D' par rapport au point D. Donc on a bien d alpha qui dépend de dv dx, et on peut évidemment faire la même chose pour l'angle d bêta, qui est le déplacement relatif ici au côté C', B' ou CB à l'origine. Alors, comment lier ces deux déplacements aux déformations ou aux rotations? Donc, on a repris les définitions ici qu'on vient de trouver de d alpha et d bêta. Et dans un premier temps, on va définir le gauchissement qui apparaît lorsque d alpha et d bêta sont tous les deux positifs.
quand ils sont positifs, donc en fait on n'a peut-être pas l'impression sur la figure qu'ils sont tous les deux positifs, mais ils le sont bien. D alpha ici, pour obtenir le déplacement, ce déplacement illustré, doit bien être positif puisqu'on a une évolution dv dx positive. On a une vitesse qui accélère lorsqu'on se déplace en dx. De la même manière, pour le point B' ici, on a bien du dy qui est positif, parce qu'on a un déplacement en u qui est positif lorsqu'on se déplace vers les y positifs. Donc on est bien dans une situation où delta alpha et delta bêta sont positifs, et on voit, comme illustré sur la figure, que ça nous donne un gauchissement de la figure. On peut du coup définir le taux de gauchissement, qui est la vitesse à laquelle se produit ce gauchissement, et on va considérer pour ça le gauchissement moyen, donc 1/2 fois d alpha dt plus d bêta dt. Et on obtient cette expression-ci, qui nous donne le gauchissement moyen dans le plan XY. On peut faire de même avec la rotation, et pour avoir une rotation, il faut que la figure ne se déforme pas, si elle subit une simple rotation. Donc dans ce cas, c'est illustré ici, on voit qu'on doit avoir d alpha égale à moins d bêta. Ces deux déplacements angulaires doivent être égaux et opposés. Et de nouveau, si on fait le même raisonnement qu'avant, on voit qu'ici, on a bien un déplacement dv dx qui est positif, donc déplacement vertical dv, qui est plus grand pour un point situé plus loin dans les dx positifs. Par contre, ici, on a un déplacement du qui est négatif quand on se promène le long de y. Donc, on a bien d alpha qui est égal à moins d bêta pour définir la rotation. Et comme on l'a fait précédemment, on peut définir un taux de rotation à partir de la rotation moyenne, qui sera 1/2 d alpha dt moins d bêta dt. Si on prenait plus, ce serait nul par définition. Donc pour avoir la rotation moyenne, on doit bien faire la soustraction ici, ce qui nous donne ce terme-ci, qui est la rotation moyenne dans le plan XY autour d'un axe Z. On peut faire le même raisonnement autour des trois axes dans toutes les directions, et ça nous permet de définir deux vecteurs, le vecteur tourbillon et le vecteur gauchissement. Le vecteur tourbillon est représentatif de la rotation, et on retrouve bien ici le terme de rotation autour de l'axe Z qu'on a trouvé précédemment, et pour les déformations par gauchissement, on retrouve bien le terme ici de gauchissement dans le plan XY qu'on avait trouvé précédemment. Et en fait, ceci nous permet de définir le vecteur tourbillon. Donc, la rotation, le taux de rotation moyen est défini par le vecteur tourbillon qui est donné ici et qui se calcule comme la moitié du rotationnel des vitesses, par définition. Donc, ce qu'on a obtenu ici, par notre raisonnement sur les déformations et les rotations, c'est en fait la moitié du rotationnel des vitesses. Alors formellement, comment est-ce qu'on peut retenir la manière de calculer le rotationnel ou retenir les termes du rotationnel des vitesses? Une petite astuce très simple consiste à calculer le déterminant de cette matrice-ci, matrice un peu particulière. On a repris tous les ingrédients de l'expression de notre rotationnel et on va calculer les différents sous-déterminants. Donc pour le premier, on élimine la première ligne, la première colonne, on calcule ce déterminant-ci qui nous donne donc dw dy moins dv dz, ce qui correspond bien au premier terme du rotationnel. On peut faire la même chose avec le second, on élimine la première ligne, la deuxième colonne cette fois-ci, et notre déterminant, on part bien d'ici, c'est du dz moins dw dx. Et puis même chose pour le troisième, on élimine cette fois-ci la troisième colonne, on calcule ce déterminant, et on trouve dv dx moins dw dy. Voyons maintenant une série de propriétés qu'on peut déduire de ces différents types d'écoulements. Alors, parlons d'abord du rotationnel d'un gradient. Supposons un champ de vitesse qui dérive d'un potentiel phi, donc on a les trois composantes de vitesse qui seront dφ dx, dφ dy, dφ dz. Si on calcule le vecteur tourbillon correspondant, qui revient donc à calculer la moitié du rotationnel, on obtient cette expression-ci, et on voit qu'en fait le vecteur tourbillon est nul. Ce qui veut dire qu'un écoulement
dont les vitesses dérivent d'un potentiel sera toujours un écoulement irrotationnel, un écoulement dont le rotationnel sera toujours nul. Alors maintenant, la divergence du rotationnel. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, prenons par exemple le vecteur tourbillon, qui est la moitié du rotationnel des vitesses. Il est défini comme ceci, et ce vecteur tourbillon, qui est donc lui-même un rotationnel, a trois composantes, oméga 1, oméga 2, oméga 3. Calculons la divergence de ce vecteur oméga. On trouve cette expression-ci. Et si on développe avec l'expression du vecteur tourbillon, on obtient cette expression et on voit en fait que les termes qui sont mis en évidence s'annulent. Les termes mis en évidence en vert s'annulent aussi. Et les termes mis en évidence en bleu s'annulent eux aussi. Donc finalement, on en déduit que la divergence du rotationnel est nulle. Et cette fois-ci, on n'a fait aucune hypothèse sur le champ de vitesse. Donc on est parti d'un champ de vitesse tout à fait général. On n'a pas fait l'hypothèse qu'il dérivait d'un potentiel. Donc cette conclusion qui dit que la divergence du rotationnel est nulle, elle est vraie quel que soit le type de champ de vitesse, qu'il soit rotationnel ou irrotationnel. Alors, voyons maintenant ce qu'on peut dire d'un tube de courant et du parallèle qu'on peut faire avec un tube tourbillonnaire. On a exprimé ici l'équation de continuité pour un fluide incompressible, qui est simplement la divergence des vitesses. Et on avait défini auparavant les lignes de courant, qui sont des lignes qui s'appuient sur une surface quelconque, et qui sont en tout point parallèles aux vitesses. Donc elles sont définies par cette expression-ci. On pouvait définir un tube de courant, qui est en fait un ensemble de lignes de courant qui s'appuient sur une surface fermée. On a montré aussi comment calculer le débit à travers une surface, et cela nous avait permis de conclure que le débit à travers un tube de courant est constant, puisque rien ne peut s'échapper par la surface de courant qui délimite ce tube de courant. Eh bien, on va faire le parallèle avec une sorte de conception fictive qui serait le tube tourbillonnaire. Si au lieu des vitesses, on prend les composantes du vecteur tourbillon, oméga 1, oméga 2, oméga 3, on peut en calculer la divergence. On a montré qu'elle était nulle, donc on peut faire le parallèle avec cette expression-ci pour les vitesses. Et on va définir des lignes tourbillonnaires comme on avait défini des lignes de courant. Lignes tourbillonnaires qui sont alors en tout point parallèles aux composantes du vecteur tourbillon. Avec ces lignes tourbillonnaires, on pourrait, en s'appuyant sur une surface fermée, définir un tube tourbillonnaire. Et on peut aussi, en calculant le flux du vecteur tourbillon à travers une surface, définir I, l'intensité tourbillonnaire. Du coup, comme on l'avait déduit pour le tube de courant, eh bien on peut déduire que l'intensité tourbillonnaire va être constante à l'intérieur d'un tube tourbillonnaire, puisque par définition, les lignes tourbillonnaires sont parallèles aux vitesses. Et donc si on définit une surface tourbillonnaire qui s'appuie sur un contour fermé, eh bien on n'aura aucun flux tourbillonnaire à travers cette surface. Donc on a l'intensité tourbillonnaire qui est constante dans un tube tourbillonnaire. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un écoulement? Eh bien par exemple que si on a des zones qui sont tourbillonnaires et des zones qui sont non tourbillonnaires au sein d'un écoulement, ces zones seront séparées par des surfaces tourbillonnaires. Et de même, si un écoulement est tourbillonnaire dans une certaine zone, il le restera toujours. Cela nous amène maintenant à parler de la circulation des vitesses. La circulation des vitesses, elle est définie comme suit, donc l'intégrale sur un contour quelconque de V fois ds, comme illustré ici, ce qu'on peut détailler de cette manière. Si on considère un écoulement irrotationnel, les vitesses dérivent d'un potentiel, comme on l'a déjà vu. Donc on peut calculer la circulation des vitesses le long de ce contour en développant l'expression des vitesses. Et on voit que ce qu'on a ici entre parenthèses, c'est en fait la différentielle exacte du potentiel phi dont dérivent les vitesses. Donc ceci c'est dφ de manière exacte.
Ça nous permet de dire que si on a une différentielle exacte, eh bien, la circulation des vitesses ne va dépendre que des deux points extrêmes. Si on doit calculer la circulation des vitesses le long de ce contour, entre ce point-ci et ce point-là, eh bien, il suffira de faire la différence entre la valeur du potentiel ici et la valeur du potentiel là. Si on a une différentielle exacte, le résultat ne dépend pas du trajet qu'on a parcouru, en d'autres termes. Du coup, si on applique tout ça à un contour fermé, eh bien on en déduit que la circulation des vitesses sera nulle. Évidemment, c'est le cas pour une différentielle exacte, comme on l'a illustré ici, et cette différentielle exacte, elle est valable pour le cas d'un écoulement dont les vitesses dérivent d'un potentiel, donc un écoulement irrotationnel. Donc si on récapitule, pour un écoulement irrotationnel, la circulation des vitesses le long d'un contour fermé sera toujours nulle. Mais qu'en est-il alors pour un écoulement qui serait irrotationnel, un écoulement quelconque? Eh bien là, on a le théorème de Stokes qui va nous aider. Théorème de Stokes qui nous dit que la circulation pour un vecteur quelconque a la circulation le long d'un contour fermé est égale au flux du rotationnel de ce vecteur à travers la surface qui est délimitée par ce contour. Donc c'est ce qui est illustré ici. Et si on applique ça aux vitesses, donc si notre vecteur A, ce sont les vitesses, eh bien on obtient cette expression-ci, où on retrouve le premier terme qui n'est autre que la circulation des vitesses le long du contour. Et pour le deuxième terme, eh bien on a le rotationnel des vitesses ici. On sait que le rotationnel des vitesses nous donne 2 fois le vecteur tourbillon, et on sait aussi que ceci, c'est donc 2 fois l'intensité tourbillonnaire qu'on a définie juste avant. On a donc, grâce au théorème de Stokes, un lien entre la circulation des vitesses et l'intensité tourbillonnaire. Donc, si l'intensité tourbillonnaire est non nulle, ce qui est le cas pour un écoulement rotationnel, la circulation des vitesses sera non nulle. Par contre, comme on l'a vu juste avant, si l'intensité tourbillonnaire est nulle, ce qui est le cas pour les écoulements irrotationnels, la circulation des vitesses le long d'un contour fermé sera nulle. Alors, on peut résumer toutes les propriétés qu'on a vues ici. Donc, on a défini le vecteur tourbillon et le vecteur de gauchissement. Par rapport au vecteur tourbillon ou au champ de vitesse, on a pu définir que si le champ de vitesse dérivait d'un potentiel, le vecteur tourbillon était nul, et l'écoulement sera donc irrotationnel. On a montré aussi que la divergence du rotationnel était nulle, et ça c'était vrai quel que soit le type d'écoulement, rotationnel ou irrotationnel. Et puis on vient de montrer le lien entre circulation des vitesses et intensité tourbillonnaire. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est finalement quand est-ce qu'un écoulement est rotationnel ou irrotationnel et comment le reconnaître. Voyons cela à travers quelques exemples. D'abord, un écoulement droit uniforme, très simple, donc un champ de vitesse uniforme uniquement dans la direction X, on a juste la composante U, pas de composante V, pas de composante Z. Et on va examiner l'évolution d'un petit élément dx, dz dans cet écoulement. Si on calcule la circulation des vitesses le long des frontières de ce petit élément, on trouve ceci, u dx, plus 0 pour le côté vertical, puisqu'il n'y a pas de vitesse verticale, moins u dx, puisque là, les vitesses vont dans le sens opposé à la direction du contour, moins 0. Et on trouve donc bien une circulation des vitesses nulle pour cet écoulement, qui, comme k est égal à 0, on sait que I, l'intensité tourbillonnaire, sera nulle aussi par le théorème de Stokes, et donc que le vecteur tourbillon est nul, donc que l'écoulement est irrotationnel. Examinons maintenant le cas d'un écoulement droit non uniforme. Donc on a un profil de vitesse qui varie en z, comme illustré ici. Si on fait le même calcul de circulation des vitesses, comme la vitesse sur la facette supérieure est plus importante que la vitesse sur la facette inférieure, eh bien on se retrouve avec une circulation des vitesses qui n'est plus nulle.
On en déduit que l'intensité tourbillonnaire n'est pas nulle et que donc cet écoulement-ci est un écoulement rotationnel. Et on voit d'ailleurs que cet écoulement nous mène à une déformation de l'élément initial, puisque les vitesses sur la facette supérieure sont plus importantes que sur la facette inférieure. Donc cette partie-ci se déplace plus vite et l'élément est déformé. Alors là, on a considéré des écoulements droits. Voyons maintenant des écoulements, des mouvements circulaires. On a un mouvement circulaire illustré ici, et de la même manière qu'avant, on peut calculer la circulation des vitesses le long des frontières de l'élément. Dans cet écoulement, on a supposé que la vitesse était tangente à la trajectoire circulaire. On n'a donc pas de composante radiale des vitesses. On n'a que des vitesses tangentes aux trajectoires circulaires, vitesses qui peuvent être différentes suivant la distance au centre de rotation. Alors, on calcule la circulation des vitesses et on a donc cette partie supérieure qui a une longueur r plus dr fois dθ, la partie inférieure a une longueur r dθ, la partie supérieure subit une vitesse v plus dv, la partie inférieure une vitesse v, et comme on n'a aucune composante radiale de vitesse, on a 0 pour ces deux facettes. Le résultat est donné ici, et on voit qu'il est différent de 0. On n'a pas, a priori, ces termes qui s'annulent. On en déduit donc que le mouvement circulaire est un écoulement rotationnel. Il nous donne lieu à un écoulement rotationnel, donc un écoulement dont l'intensité tourbillonnaire sera non nulle et dont le vecteur tourbillon sera non nul. Maintenant, on peut s'interroger sur l'existence d'un mouvement circulaire irrotationnel. Est-ce que c'est possible d'avoir un tel mouvement qui serait irrotationnel? Eh bien, pour que ce soit possible, il faudrait que la circulation des vitesses qu'on a calculées précédemment soit nulle. Alors, voyons sous quelles conditions ça peut être possible. Si on développe cette expression, on obtient ceci, donc on a une série de termes qui se sont simplifiés, et on va négliger les infiniment petits d'ordre supérieur à ceux-ci. Ici, on a le premier ordre, dr ou dv, ici on a dv, dr, donc infiniment petit du second ordre qu'on va négliger. Ça nous permet d'écrire cette égalité-ci, qui est la différentielle exacte du produit VR. On en déduit donc que v fois r est constant. Et ça nous donne un profil de vitesse de ce type-ci, une constante sur R. Donc un profil de vitesse qui est tel que la vitesse va être infinie au centre et décroît au plus on s'éloigne du centre. Et si on a un écoulement de ce type-là, eh bien, on aura un mouvement circulaire irrotationnel. On peut illustrer la différence entre un écoulement rotationnel et un écoulement irrotationnel comme ceci. Dans un écoulement rotationnel, l'élément va subir une rotation d'ensemble, comme indiqué à gauche, alors que dans le cas irrotationnel, l'élément en rotation va garder son cap. Donc il ne va pas subir de rotation d'ensemble, il va garder son cap, il va rester droit, comme on le voit sur l'animation, et il va tourner tout en restant orienté suivant son orientation initiale. Dans le cas rotationnel, on a bien la rotation d'ensemble qu'on a observée. Alors dans quel type d'écoulement réel est-ce qu'on peut trouver un mouvement circulaire irrotationnel? Eh bien c'est le cas par exemple des tornades. Dans une tornade, on a bien un profil de vitesse tel qu'on a une vitesse quasiment infinie au centre et une vitesse qui décroît au plus on s'éloigne du centre. Et en fait, heureusement que ces tornades ont un mouvement irrotationnel parce que ça permet aux avions qui les traversent, pour prendre des mesures par exemple, de garder leur cap, de ne pas être emportés dans un mouvement de rotation d'ensemble. Ils sont capables de traverser les tornades. Et c'est ce qui se passe aussi dans votre évier. Quand votre évier se vide, vous avez un tourbillon qui prend naissance. Mais ce tourbillon, c'est un écoulement irrotationnel. Si vous avez un évier suffisamment grand, vous pouvez placer une petite allumette et vérifier que elle va tourner comme illustré dans le cas de l'écoulement irrotationnel qu'on a montré juste avant. Voilà, alors ceci termine ce cours sur le lien qu'on peut trouver entre mouvement et déformation.
Nous allons maintenant, dans le cours suivant, commencer à aborder le lien qu'on peut faire entre tout ceci et les contraintes, afin de compléter nos expressions d'écoulement.